Ils étaient un peu plus d'un millier à avoir pris le départ d'une course à la nage dans la baie de Sydney. Mais un banc de requins a transformé l'épreuve en cauchemar. Emmanuel Magnin est l'une des figures du cyclisme français. En 1999, lors du Tour d'Allemagne, il va se heurter à un adversaire imprévu. Pendant des années, Damian a élevé Quibi, un gorille qu'il a aimé et choyé. Mais un jour, il doit le relâcher dans la forêt. Après 5 ans de séparation, Damian décide de partir à la recherche du gorille. Des retrouvailles hors du commun. Non, vous ne rêvez pas. Cette voiture est bien en équilibre, instable entre deux maisons. Et ça n'est pas pour les besoins d'un film. Il faut à tout prix sauver Paula. Richard Paris fait partie des meilleurs pilotes au monde de montgolfière. En 2002, il se rend à Saga, au Japon, pour une compétition internationale. Mais ce jour-là, l'épreuve qui devait lui offrir le premier prix a failli lui coûter la vie. Rosemary Rowe était l'un des 571 passagers de l'Océanos. Parti pour une croisière de rêve, le voyage tourne vite au cauchemar. Pour débuter nos 30 histoires, vous allez faire la connaissance de deux laveurs de carreaux, Hector et Oscar. Être suspendus sur une nacelle à plus de 100 mètres du sol, c'est leur quotidien. Ce jour-là, sur la tour Plaza de Denver, rien ne s'est passé comme prévu. Nous resterons ensuite aux États-Unis, en plein désert de l'Arizona, dans la ville de Phoenix. Imaginez qu'une tempête de sable s'abatte sur la ville en se faufilant à travers les gratte-ciel à la vitesse de 80 km/h. Comme une impression de fin du monde. Laver des carreaux suspendus à plus de 100 mètres du sol, c'est le quotidien d'Hector et Oscar. Ce jour-là, les deux hommes nettoient les vitres de la tour Plaza à Denver. Denver, capitale et ville la plus peuplée de l'État du Colorado aux États-Unis. Nous sommes le 30 novembre 2005. Deux laveurs de carreaux d'une vingtaine d'années, Hector Estrada et Oscar González, font la une des journaux télévisés. Deux hommes ont vécu l'enfer à plus de 100 mètres du sol. Perchés sur une nacelle à 120 mètres du sol, Hector et Oscar vont vivre les moments les plus terribles de leur vie. Le vent souffle à plus de 50 km/h. Il est 10h30 quand un des câbles lâche. La nacelle sur laquelle il travaille devient incontrôlable et se balance dangereusement. Elle percute la tour avec une violence terrible et détruit tout sur son passage. Pendant plus de 20 minutes, sous les yeux des témoins impuissants, elle va continuer sa valse infernale. À tout moment, la nacelle peut se décrocher et entraîner les deux hommes dans une chute vertigineuse. Effectivement, la nacelle n'est pas arrimée à la façade, elle ne fait que coulisser devant, elle ne fait que descendre devant. Et on peut voir par contre que les deux personnes, les deux laveurs de vitres, sont bien, eux, attachés à la nacelle. Lorsque le vent s'est levé, nous avons essayé d'attraper le câble de la nacelle. Mais il faisait tellement froid et nous étions épuisés, nous nous sommes donc résignés. Une employée de bureau assiste à la scène et prévient les secours. Les pompiers arrivent immédiatement et vont parvenir à immobiliser la nacelle au bout de très longues minutes. Les deux hommes seront évacués par l'une des fenêtres de la tour. Nous pensions que le câble allait lâcher et que la plateforme allait s'écraser, mais cela ne s'est pas produit. Hector Estrada et Oscar González ont depuis quitté leur emploi, mais ils se souviendront longtemps de ce jour de novembre où ils ont failli perdre la vie. Un phénomène exceptionnel s'est produit aujourd'hui sur l'Arizona. La ville de Phoenix a été engloutie par un nuage de sable et de poussière. Des images impressionnantes, vous allez le voir. On aurait cru la fin du monde. C'était juste énorme. Nous sommes à Phoenix, dans l'ouest des États-Unis. Le 5 juillet 2011, la capitale de l'Arizona va connaître une tempête de sable d'une ampleur encore jamais vue.
Ici, on a l'habitude des tempêtes de sable, mais jamais aussi soudaines et jamais aussi importantes que celle-là. Elle se dirigeait droit sur nous, alors je me suis dépêché de rentrer chez moi. Le ciel était dégagé, et d'un seul coup, il s'est couvert. On ne voyait plus rien. On revenait de faire des courses et ça nous est tombé dessus. On a été vraiment très surpris. C'est arrivé si vite. J'ai toujours habité ici et je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. En quelques minutes, un mur de sable de 1500 mètres de haut et 100 km de large se déplace à plus de 80 km/h sur la ville. Le manque de visibilité est tel que l'aéroport doit même être fermé. Dans les rues, les habitants pris de court filment cette tempête de sable exceptionnelle. Mike Olbinski, un passionné de photographie, se trouve au bon endroit, au bon moment. Quelqu'un m'a envoyé sur mon portable une photo du mur de sable qui s'approchait de la ville. J'ai juste eu le temps de prendre mon appareil photo, je me suis installé et c'est arrivé très vite. Et ces images prises sur le vif par Mike vont faire le tour du monde. Pour réaliser cette incroyable vidéo, Mike a programmé son appareil photo pour qu'il prenne des clichés toutes les 5 secondes. En un peu plus de 15 minutes, il a ainsi obtenu 200 photos qui, mises bout à bout, donnent ces séquences exceptionnelles. J'ai grandi à Phoenix et je n'avais jamais vu une tempête de sable comme celle-là. C'était apocalyptique. C'est un peu comme si la fin du monde arrivait à Phoenix. En fait, comme dans un film. Heureusement, cette tempête de sable historique qui a recouvert la ville de Phoenix n'a fait aucune victime. C'était tellement dense et poussiéreux que lorsque je me suis réfugié dans ma voiture, je ne voyais plus rien. C'est incroyable qu'il n'y ait pas eu d'accident grave. Ce phénomène d'une rare ampleur n'a duré que quelques heures et n'a engendré que des dégâts mineurs. Je ne pense pas revoir cela un jour. Prenons place à bord d'une montgolfière lors d'une compétition prestigieuse au Japon accueillant tous les ans les meilleurs pilotes mondiaux. Parmi eux, Richard Paris, un Anglais qui a miraculeusement survécu à l'explosion de son embarcation. La scène que vous allez découvrir se passe pendant le Tour d'Allemagne 99. Le coureur français Emmanuel Magnin se lance dans un sprint décisif lorsque tout à coup, il se heurte à un adversaire imprévu. La seule chose que j'ai vue, c'est la barrière. Je ne doute pas de ce qui va se passer. Ça a été atroce. Emmanuel Magnin est l'une des figures emblématiques du cyclisme français. Entre 1993 et 2003, il a remporté de nombreuses courses et même participé aux Jeux Olympiques de Barcelone. En 1999, il fait partie des favoris du Tour d'Allemagne. Je marchais assez bien au niveau international et c'était ma première participation au Tour d'Allemagne. C'est certainement le seul vrai souvenir que j'ai de ma carrière. Le 2 juin, c'est l'avant-dernière étape. Dans le peloton de tête, le Français est en très bonne position, assisté par son directeur de course, qui le suit en voiture. Après 2 heures de course acharnée, Emmanuel roule à plus de 60 km/h. Il est en 3e position et tente une échappée vers une victoire assurée. Une grande ligne droite à 3 km de l'arrivée, vraiment rectiligne. Tout se passait bien, 25 degrés, il faisait beau et d'un seul coup, le ciel s'est assombri. On a vu une bourrasque de vent qui est arrivée d'un seul coup. Commençait à 70 km/h. Le vent là s'engouffrait dans les banderoles publicitaires et la barrière a fermé la route comme on ferme une porte. Là, j'ai tapé frontalement dans les barrières. J'ai passé au-dessus du vélo et j'ai fait un beau petit plongeon de quelques mètres. Et le gars de la moto, lui, il l'a traîné sur au moins, je sais pas, une vingtaine de mètres, quoi. Et moi, tout de suite, je me suis arrêté, j'ai couru vers lui. Et
l'ai pris dans mes bras et ses yeux partaient à l'envers. Donc j'ai fait le maximum pour le tenir éveillé. Et lui qui me criait dessus, qui mettait des petites claques, et bon, je voyais bien que je revenais. Ça a été vraiment très très long, quoi, parce que j'ai donné toute mon énergie pour le tenir éveillé, et je voyais les yeux qui partaient, et à chaque fois il revenait, ça partait, ça revenait. Je peux vous dire que c'était très long, quoi. Je savais plus où j'étais, quoi. Lui-même n'avait pas conscience de ce qu'il était en train de vivre, quoi. Au même moment, à Paris, la femme du coureur est informée de la terrible nouvelle. Je l'ai appris juste à la sortie de la maternité. J'avais peur que mon mari meure. Visiblement, il y a eu coupure en salle de presse, d'après ce que m'a dit le journaliste, donc plus d'informations. Monsieur Galopin essayait de me joindre, on essayait de me joindre, mais j'avais aucune information. Je ne pouvais pas le joindre, bien évidemment, parce qu'il n'y avait plus de réseau. Ça a été atroce. Sur les lieux du drame, les secours s'organisent. Emmanuel est transporté à l'hôpital. Resté conscient malgré le choc, il souffre le martyre. Est-ce que je pouvais continuer le vélo? Même pire, est-ce que j'allais pouvoir marcher normalement? Une marche journalière. Seule certitude, la vie d'Emmanuel n'est pas en danger. Tout de suite, on a été rassuré que le pronostic vital n'était pas en jeu, parce que le problème, c'est que la moto, elle l'a traîné sur une vingtaine de mètres. Il a eu les poumons et le cœur qui ont été comprimés. J'ai vu le lendemain les images sur la chaîne allemande. J'avais très peur de voir quelqu'un avec un visage complètement défiguré. Après de nombreux examens, les médecins acceptent le transfert d'Emmanuel dans un hôpital parisien où il pourra retrouver ses proches. Il a été difficile de prendre la route pour aller à Pitié, mais il s'est trouvé que j'ai vu quelqu'un de souriant, donc après qui a souffert, mais voilà. C'est derrière et je suis contente. J'ai mis du temps avant de remarcher, avant de remonter sur un vélo. Donc il m'a fallu à peu près quasiment une année pour retrouver les automatismes et plus penser à la chute. Ça a mis à peu près un an. Ouais. Cet accident a profondément marqué la vie d'Emmanuel. Aujourd'hui, il continue à vivre sa passion en la transmettant aux jeunes générations. Tous les ans, la ville japonaise de Saga devient la capitale mondiale de la montgolfière. Une compétition accueille les meilleurs pilotes du monde, parmi eux Richard Parry. Ce jour-là, une dernière épreuve devait lui offrir le premier prix. Elle a failli lui coûter la vie. Personne ne pensait que je puisse survivre à ça sans des blessures très graves, mais je n'ai rien eu. À 63 ans, Richard Parry pourrait couler une retraite paisible dans sa maison du sud-ouest de l'Angleterre. Mais depuis 25 ans, cet ancien pilote de ligne parcourt le monde entier pour assouvir sa passion, le vol en montgolfière. À chaque fois que vous vous envolez, vous ne savez pas ce que vous allez découvrir, où vous allez atterrir. Aucun vol ne se ressemble. Et puis parfois la situation peut se corser. Alors chaque vol est un défi. C'est fascinant. Comme Richard aime relever les défis, il s'est lancé dans la compétition en participant souvent et avec succès à toutes les rencontres internationales, comme celle de Saga au Japon. Saga, c'est la plus prestigieuse compétition de toute l'Asie. Il y a une foule immense, environ 50 000 spectateurs qui viennent de tout le Japon et d'ailleurs. Et pour moi, c'est un événement incontournable. Le 4 novembre 2002, Richard est donc au rendez-vous, tout comme 110 autres concurrents. Tout semble réuni pour que ce rassemblement soit une réussite. Une ombre plane pourtant au tableau, les conditions météorologiques. En 2002, l'organisation a fait beaucoup d'efforts pour que tout soit parfait. Mais hélas, le temps n'était pas de la partie. Richard, lui, a bien l'intention de participer. Il est dans les favoris. L'épreuve consiste à réaliser un parcours en se rapprochant au plus près des cibles dessinées sur le sol. Accompagné d'un membre de l'organisation, le pilote est l'un des premiers à atteindre la cible numéro 1. Mais au moment d'approcher la deuxième cible...
Je descendais assez rapidement, mais sans dépasser la vitesse limite de sécurité. Et à environ 150 mètres d'altitude, j'ai commencé la manœuvre pour stabiliser la montgolfière. Mais en quelques secondes, elle a été prise dans une turbulence. Je ne pouvais plus l'arrêter et le ballon s'est mis à descendre en prenant de plus en plus de vitesse. Très honnêtement, je ne savais plus quoi faire et j'ai eu très peur. L'embarcation fait une chute de plus de 150 mètres avant de s'écraser sur le sol. Sous la violence du choc, le gaz s'enflamme. Pour Richard et son passager, la situation devient critique. Quand on a percuté le sol, je n'ai eu que quelques secondes pour agir. J'ai attrapé mon coéquipier, j'ai sauté en arrière et je suis resté couché au sol. Par miracle, Richard et son passager parviennent à s'extraire de la montgolfière qui reprend son envol sans personne aux commandes. Les 50 000 spectateurs restent médusés par cette scène irréelle. Je me rappelle être allongé par terre, voir le ballon en flammes s'éloigner dans les airs. Et là, je me suis dit quelque chose comme... Je n'aurais jamais eu la moindre chance de survivre à cette explosion si je n'avais pas pu sortir de ce ballon. Bien sûr que ça m'a sauvé la vie. Complètement désintégrée, la montgolfière finira sa course dans une rizière, 1 kilomètre plus loin. On a eu beaucoup de chance que personne ne soit blessé. C'était un accident très spectaculaire et la nouvelle avait déjà fait le tour du monde avant même que je rentre à mon hôtel. Mais on est d'abord passé à l'hôpital avec mon passager. Je ne sais pas pourquoi puisque tout allait bien. En fait, tout le monde était très étonné qu'on s'en sorte sans une égratignure. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, Richard avoue se montrer beaucoup plus attentif à la météo, mais ça n'a en rien entaché son plaisir, bien au contraire. J'aime beaucoup trop voler en montgolfière pour pouvoir m'en passer. La France est d'ailleurs un merveilleux pays pour cela. On s'y croisera sans doute un jour ou l'autre. De tous les sports extrêmes, le ski freeride est l'un des plus spectaculaires. En mars 2009, un réalisateur de films de glisse, Thierry Donnard, assiste à une chute pas vraiment prévue dans le scénario. Le skieur norvégien Fred Siversen tombe de 107 mètres de haut. Stupeur et consternation. En décembre 2008, une famille nantaise voit leur croisière de rêve se transformer en véritable cauchemar. À 4 dans un radeau de survie, avec seulement 6 litres d'eau et quelques rations alimentaires, comment ont-ils survécu en pleine mer ? Décembre 2008, Pascal, Joël et leurs 2 enfants décident que Noël se fêtera dans les Caraïbes. La famille embarque donc à bord de son catamaran pour des vacances inoubliables que Pascal immortalise avec sa caméra. Mais dans la nuit du 26 décembre, alors qu'ils dorment tranquillement au large des îles Grenadines, un vent violent se lève, d'énormes vagues se forment, une déferlante s'écrase sur le voilier et brise la coque du bateau. Et là, je découvre réellement les dégâts du choc effroyable. Hein. L'eau qui commençait à rentrer dans la coque. Des dégâts que Pascal sait irréversibles. La famille Bazin n'a pas le choix. Sur une mer démontée, ils abandonnent tout, embarquent dans le petit canot de survie et assistent, impuissants, au naufrage de leur voilier. Ils sont perdus en pleine mer avec pour survivre seulement 6 litres d'eau, quelques fusées de détresse et une radio qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner. C'est sûr que là, on se retrouvait vraiment démunis dans 6 mètres carrés. C'était très impressionnant. On ne pouvait pas se mettre debout. Je commençais à avoir des crampes, oui, les muscles, ils ne bougeaient pas, donc ça faisait mal. Les conditions sont extrêmes et l'angoisse s'empare progressivement de la famille. Ma plus grosse peur, moi, c'était de se retourner, d'avoir une mauvaise vague, encore une, et qui aurait retourné le canot. Alors là, ça aurait été la catastrophe. Même si Joël et Pascal connaissent bien la mer, ils savent que dans ce genre de situation, le temps est compté. Pour les enfants, en priorité, j'étais très inquiète. Et donc,
c'était eux qu'il fallait protéger. Et puis, donc en tant que maman, c'était pas facile là. Ils dérivent depuis plus de 12 heures maintenant. À la tombée du jour, ils envoient les dernières fusées de détresse dans le ciel des Caraïbes. Des fusées immédiatement repérées par un cargo qui se détourne de sa route pour venir à leur secours. Mais le vent et les énormes vagues l'empêchent d'approcher le radeau. Après plusieurs tentatives, la manœuvre devient trop dangereuse. Le cargo abandonne les Bazin à leur triste sort. Cela fait maintenant 2 jours que la famille Bazin survit en pleine mer dans des conditions précaires. La réserve d'eau qu'ils ont à bord est bientôt épuisée. Et le problème, c'était la consommation d'eau. Imaginez sous une serre à 35 degrés, donc 4 personnes à bord. On voyait qu'on allait, on s'enfonçait par rapport au physiquement, on était de plus en plus diminué. J'ai eu des hallucinations, donc je fermais les yeux et j'apercevais des enfants qui jouaient sur une plage et des gens qui parlaient très fort. Hallucinations, fatigue, manque d'eau, Pascal continue de filmer ce qui commence à ressembler aux derniers instants de sa famille. Mais dans la nuit du 3e jour, dans une ultime tentative, Pascal arrive enfin à faire fonctionner la radio. Il réussit à envoyer un message de détresse. On envoie un Mayday, 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 on ne sait jamais. Et là, surprise totale de tout l'ensemble de la famille, un message en anglais qui nous parvient immédiatement. Oui, ça a été vraiment une énergie qu'on avait perdue et puis tout d'un coup qu'on retrouve. Forcément, c'était vraiment super, quoi. Nous avons été repérés par un avion militaire. T'es bien content, hein? Bon, maintenant, c'est génial. En quelques secondes, les terribles peurs disparaissent. Et là, c'était les larmes aux yeux, c'était incroyable, c'est difficile à raconter, mais c'était phénoménal, quoi. Le cauchemar se termine enfin. Je me suis dit, c'est vrai que je suis sauvé, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Après 3 jours et 3 nuits d'angoisse, à dériver sur un petit canot de sauvetage, la famille est rapatriée en France. On avait pris naufrage en famille pour Noël avec dérive vers le Venezuela, la formule complète, quoi. Mais c'était pas. On en rigole maintenant, mais c'était sérieux, l'affaire était sérieuse. Il fallait sauver notre famille et c'est ce qu'on a fait, on a réussi jusqu'au bout. L'appel de la mer est plus fort que tout et ils envisagent déjà leurs prochaines vacances en bateau. Pour ce skieur confirmé, cette descente ne devait être qu'une partie de plaisir. Mais quelques secondes d'inattention ont bien failli lui coûter cher. Je pensais, dans quelques secondes, tu es mort. Depuis 30 ans, Thierry Donard réalise des films de glisse dans lesquels la performance sportive repousse toujours un peu plus loin les limites du possible. En mars 2009, c'est dans les Alpes suisses que Thierry choisit de tourner la première séquence de son film Never Ending. Ce que les gens veulent voir dans les films, c'est une journée sensationnelle, de la belle neige, des belles pentes, le rêve. Et pour cela, Thierry fait appel à la référence en la matière, le skieur norvégien Fred Sivertsen. C'est un pur et vrai skieur en termes de style et de force physique. Et pour moi, c'est un des plus beaux skieurs que j'ai eu dans mes films. Quelques minutes avant le tournage, Thierry donne à son skieur les dernières indications sur le parcours. Le tracé paraît simple, aucune difficulté à l'horizon. C'était une grande journée avec beaucoup de neige, bon temps. La séquence est filmée depuis un hélicoptère. Au sommet de la montagne, Fred s'élance, le tournage peut commencer. La pente est raide, sa descente ne va durer que quelques minutes. Le style est impeccable, le skieur parfaitement coordonné. Mais à mi-parcours, une seconde d'inattention et le skieur modifie sa trajectoire. Dans l'hélicoptère, l'équipe prend conscience du drame qui s'annonce. Le Norvégien fonce droit sur une barre rocheuse de plus de 100 mètres de haut.
J'ai élargi le cadre de la caméra et il était juste au-dessus de la falaise. C'était pas possible. À plus de 160 km/h, Fred ne peut pas éviter le précipice et saute dans le vide. Ça a duré 5 secondes et demie. C'est pas grand-chose, mais je peux vous dire que quand vous voyez un type flotter dans l'espace comme lui, le temps est suspendu. C'est phénoménal, quoi. Une chute de 107 mètres, l'équivalent du 2e étage de la Tour Eiffel. Si je vais comparer avec quelque chose, peut-être un accident de voiture ou quelque chose comme ça. C'était comme une explosion brutale. Le skieur a disparu dans la neige. Les espoirs de le retrouver en vie sont infimes, d'autant qu'il est impossible de le localiser de façon précise et que l'hélicoptère ne parvient pas à se poser. On ne pouvait pas se poser parce que la pente était très forte et surtout, il y avait quand même 1,50 m de neige fraîche et il y avait quand même des risques d'avalanche importants. Mais l'équipe ne se résigne pas. Ils doivent retrouver Fred, coûte que coûte. On a sauté à une 50aine de mètres de là et il y avait tellement de neige, on forçait comme des mules, quoi. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Thierry remarque alors un ski, puis un bâton. Fred est là, enfoui sous 2 mètres de neige fraîche. Il est vivant et ne présente aucun signe d'un quelconque traumatisme. Normalement, si tu sautes d'un hauteur comme ça, tu es mort. C'est pas normal de survivre à un truc comme ça. Fred vient de survivre à une chute de 107 mètres. De mémoire de skieur, cela n'était encore jamais arrivé. C'est sans doute la chose la plus folle que j'ai filmée de ma vie. Et pourtant, je pense en avoir filmé pas mal. Hein. Depuis, le champion a rechaussé ses skis et il continue de défier la montagne et d'embraver les dangers. Être traîné par un avion à près de 200 km/h à 4000 mètres d'altitude, c'est la mauvaise expérience qu'a vécu le parachutiste Orlando Almador. Comment va-t-il s'en sortir? Réponse dans quelques minutes. Pour le moment, direction la Finlande, à Helsinki, où le 8 août 2010 s'est produit un phénomène météo unique dans l'histoire du pays. Les habitants profitent du temps clément sans imaginer que la tempête du siècle est imminente. Finlande, août 2010. Alors que les habitants d'Helsinki se détendent tranquillement sur la plage, ils vont être pris dans une redoutable tempête. Des images d'apocalypse. Nous sommes à Helsinki, la capitale de la Finlande. L'hiver, les températures descendent en dessous de moins 40 degrés, transformant la mer Baltique en une patinoire géante. Chaque année, Sergio et Yoni attendent avec impatience la fonte des glaces pour profiter de la plage. Mais le 8 août 2010, le temps va jouer un mauvais tour aux deux Finlandais et ravager un été qui s'annonçait pourtant caniculaire. L'été à Helsinki était anormalement chaud, brûlant même. Je n'avais jamais vu un été comme celui-ci. Un record. Alors qu'en moyenne la température estivale est de 20 degrés, ce jour-là le thermomètre affiche 36 degrés. À 19h sur la plage, les baigneurs se prélassent tandis que Sergio et Yoni font une partie de volley-ball. Pour l'occasion, Sergio a posé sa caméra sur le sable et filme leurs exploits. Mais ils ignorent qu'au même moment, la télévision annonce la tempête du siècle en Finlande. En effet, alors que le ciel semblait serein, un énorme nuage surgit à l'horizon. On venait de terminer notre match lorsque Johnny m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je ne savais pas ce que cela pouvait être. Sur la plage, la surprise est totale. Les nuages étaient noirs et arrivaient si rapidement, ça faisait froid dans le dos. C'était comme dans un film. La vision était surréaliste. On aurait dit la fin du monde.
À plus de 80 km/h, un vent de panique souffle sur la plage. Tout à coup, les filles se sont mises à crier. La scène est apocalyptique. En à peine 5 minutes, les nuages ont complètement recouvert la plage, qui sombre dans l'obscurité. Il a fait nuit d'un coup. D'habitude, à cette époque de l'année, il ne fait jamais nuit avant minuit. C'était comme une éclipse. Très vite, le vent laisse place à une pluie torrentielle, tandis que des éclairs enflamment le ciel. En quelques minutes, on en relève 37 000 dans toute la région. Ce qui était aussi très étrange, c'est qu'il y avait beaucoup d'éclairs, mais on n'a pas entendu un seul coup de tonnerre. Sergio et Yonis se réfugient alors sous une cabane. Mais leur retour dans le centre d'Helsinki ne va pas être facile. C'était tellement compliqué de rentrer chez soi. Il y avait des inondations partout. On aurait presque pu rentrer à la nage. Après la plage, la tempête va poursuivre son chemin sur la ville. Au total, elle n'aura duré que 15 minutes, suffisamment pour semer la panique. Mais heureusement, sans faire de victimes. Je suis soulagé que rien de grave ne soit arrivé pendant cette tempête. Je n'ai jamais rien vu de tel depuis que j'habite ici. Cette tempête n'aura duré que 15 minutes. 15 minutes pour entrer dans les annales. 37 000 éclairs, des précipitations gigantesques. Une tempête résolument historique. Dans le ciel américain, à plus de 4000 mètres d'altitude, ce parachutiste va découvrir que son goût pour l'extrême a quelques limites. Orlando Almador n'en est pas à son premier saut. Depuis 1994, cet amateur de sensations fortes en a plus de 3000 à son actif. En août 2004, il participe à la Convention mondiale de chute libre qui se déroule près de Chicago. Un rendez-vous incontournable pour les initiés. La préparation d'un tel saut est un mélange de stress et d'excitation. D'autant que cette fois, le parachutiste et ses amis vont immortaliser l'instant avec des caméras fixées sur leur casque. Mais ils ignorent que ce qu'ils vont filmer ce jour-là va les marquer à vie. En effet, alors que l'avion est à 4000 mètres d'altitude, Orlando se présente devant la porte. Mais il va être happé et projeté à l'extérieur. Le parachute d'Orlando s'est ouvert avant même qu'il ne se soit élancé. La toile s'est emmêlée dans une gouverne de l'appareil. Avec sa caméra, Orlando filme ce qu'il pense être ses derniers instants. Il est suspendu dans le vide, tel un pantin, à 200 km/h. J'étais désemparé. Je ne voyais pas ce que l'on pouvait faire. L'avion est déséquilibré. Les autres parachutistes doivent abandonner leur ami sur le champ pour alléger l'appareil qui perd de l'altitude. Je perdais de plus en plus d'altitude, ça tremblait dans tous les sens. Je ne pouvais plus contrôler le manche, je ne contrôlais plus vraiment l'appareil. C'est la chose la plus effrayante qui me soit arrivée. Orlando est toujours suspendu à l'avion. Avec un couteau, il arrive à sectionner les câbles de son parachute. L'avion reprend de l'altitude. Orlando chute maintenant à plus de 180 km/h. Sa dernière chance, actionner son parachute de secours. À 500 mètres du sol, il parvient à l'ouvrir. Et quelques minutes plus tard, Orlando touche terre. J'ai vraiment de la chance d'être en vie. Je crois que là-haut, je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. C'est seulement quand j'ai touché terre que j'ai réalisé ce qui aurait pu arriver. Orlando a eu les bons réflexes, et c'est sans doute son flegme et son expérience qui lui ont permis de se sortir de ce bien mauvais pas. Allons maintenant à Uummannaq, une petite île de 12 km² située sur la côte ouest du Groenland, à 500 km du cercle polaire. Leurs habitants vont vivre une catastrophe sans précédent qu'ils ont encore peine à oublier aujourd'hui.
Les chutes à cheval sont fréquentes lors des courses d'obstacles. En 1992, un jockey australien, Simon Miles, a bien cru que son heure avait sonné. Traîné par le pied à près de 60 km/h, il se souviendra de cette course surréaliste. Les chutes à cheval sont fréquentes lors des courses d'obstacles. Elles sont rarement fatales. Pourtant, en 1992, un jockey australien a bien cru que son heure avait sonné. Australie, hippodrome d'Oakbank. Nous sommes le 22 avril 1992. Simon Miles est un jeune jockey dont le nom va faire le tour du monde, non pour son palmarès mais pour des images uniques le concernant diffusées en direct à la télévision. 16 ans plus tard, nous avons retrouvé Simon. Il nous raconte cette course aussi mémorable que surréaliste. J'avais monté Sir Sagamore le samedi avant la course. Tout se présentait bien. On avait même terminé deuxième à l'entraînement. Le jockey prend le départ de la course en toute confiance sur son cheval gris. Ils sont dans le peloton de tête. Mais alors qu'il ne reste que 3 obstacles à franchir, la course prend une toute autre tournure. Regardez plutôt. Was Sagamore as they clear the first and over they À 1 kilomètre de l'arrivée, la course devenait vraiment difficile. J'étais déséquilibré et j'ai été littéralement propulsé vers l'avant. Je ne pouvais plus me remettre en selle. Quand j'ai vu l'obstacle arriver, je me suis dit que ça allait être un véritable carnage. Sir Sagamore franchit l'obstacle tant bien que mal. Mais Simon perd l'équilibre, la chute est inévitable. Et le plus terrible, c'est que le pied du jockey reste coincé dans l'étrier. Simon est traîné au sol à plus de 60 km/h. La seule chose à faire dans ce genre de situation, c'est d'extirper au plus vite son pied de l'étrier. Mais quand vous êtes tiré à plus de 60 km/h, vous avez beau essayer, vous ne pouvez rien faire. Il ne vous reste plus qu'à vous protéger le mieux possible et attendre que ça passe. Et le calvaire de Simon continue. Le cheval arrive en trompe sur un nouvel obstacle. S'il saute, cela peut être fatal au pauvre jockey. D'instinct, Sir Sagamore propulse le jockey au-dessus de l'obstacle. Le cheval lui sauve tout simplement la vie. Simon est sonné, mais par chance, son pied se libère enfin. Ce genre d'accident est rare. C'est arrivé seulement 2 ou 3 fois dans l'histoire des courses hippiques. C'est certainement la chute la plus spectaculaire à laquelle un jockey a survécu. Malgré ce terrible parcours, Simon n'aura que quelques fractures. Ironie du sort, ce jour-là, Sir Sagamore courait pour la dernière fois. Nous sommes au Groenland, dans la petite île d'Umanak, à seulement quelques kilomètres du cercle polaire. Ici, en hiver, les températures sont proches de moins 40 degrés. Les bateaux sont prisonniers des glaces et les paysages restent d'une beauté saisissante. En été, le décor est tout autre. Les fjords baignés dans les eaux bleues turquoises sont parsemés d'icebergs géants à la dérive, illuminés par le soleil de minuit. Le paysage est idyllique, pourtant ces gigantesques sculptures de glace représentent une réelle menace. Umanak, août 1995. Un vidéaste va être le témoin d'une scène sans précédent et qui à ce jour demeure un cas unique. Alors que l'homme filme tranquillement le petit port de pêche, un bruit retentit dans la baie. Tout le monde se met à courir. À bord des bateaux, les pêcheurs cherchent à gagner le large, car les Inuits le savent. Ce terrifiant coup de tonnerre annonce une catastrophe imminente. Un iceberg gigantesque est sur le point de se briser et va provoquer un inévitable raz-de-marée. Les Inuits
connaissent la dangerosité des icebergs. C'est une menace permanente. Ils savent qu'un iceberg qui se brise en morceaux ou se retourne peut emporter leur embarcation. Les icebergs qui se brisent ou qui se retournent sur eux-mêmes le font la plupart du temps en pleine mer. Cette fois, à Umana, quand un iceberg énorme s'est approché du petit port, il s'est retourné, créant un raz-de-marée qui a emporté tous les bateaux de ce port. La baie se transforme alors en piège. Aucune fuite possible. Rien ne résiste à l'énorme vague. Les bateaux sont broyés sur les rochers. Les villageois assistent impuissants au drame qui se déroule sous leurs yeux. Une demi-heure plus tard, le raz-de-marée laissera place au silence. Dans la baie, tout est dévasté. Il ne reste plus que des carcasses de bateaux et la boue a envahi les rues du village. Aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune victime n'a été recensée, mais ces images resteront gravées à jamais dans la mémoire de ces pêcheurs du bout du monde. À suivre, les mésaventures d'un large peloton de nageurs confrontés à un banc entier de requins en pleine baie de Sydney. Le carnage semble imminent quand les autorités interviennent. Direction les États-Unis sur le cirque mythique de Daytona, célèbre pour ses courses automobiles. Dans les courses de stop-car, avec des engins lancés à 250 km/h qui n'hésitent pas à se percuter, les accidents ne sont pas rares. Mais peu sont aussi spectaculaires que celui-ci. C'est l'un des accidents les plus terrifiants de l'histoire du sport automobile. C'est l'un des plus violents, des plus impressionnants. C'est l'histoire d'un pilote vétéran qui a bien failli faire la course de trop. Il y a des pilotes comme ça qui se disent « ça y est, je crois que c'est un message ». Voici l'histoire d'un miraculé. Son nom, Geoff Bodine. Nous sommes sur le circuit de Daytona, en Floride, pour le départ de l'une des compétitions les plus importantes du championnat automobile américain, la NASCAR. Journaliste sportif, Philippe Chéreau commente en direct toutes les courses de cette compétition. Il nous explique l'importance de la NASCAR aux États-Unis. C'est le sport mécanique numéro 1. Et la NASCAR aujourd'hui est passée devant le baseball, est passée devant le basket américain, devant la NBA. Et en fait, c'est le deuxième sport aux États-Unis derrière la NFL, autrement dit la Ligue nationale de football américain. C'est donc devant des dizaines de millions de téléspectateurs avides de sensations fortes que les coureurs s'élancent sur le circuit. Parmi ces pilotes, Geoff Bodine. Geoff Bodine, c'est avant tout comme un rêve américain. C'est quelqu'un qui est arrivé très vite et qui, au fur et à mesure que son âge avançait, a adapté son rythme de compétition, sachant que lorsqu'on est pilote de NASCAR aux États-Unis, on n'est pas pilote de NASCAR, on vit NASCAR. Geoff Bodine est un surdoué, un passionné. À 52 ans, il continue de donner du fil à retordre aux jeunes pilotes. Ce jour-là, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il réalise un excellent début de course. Mais après un peu plus d'une heure, au 57e tour, en direct à la télévision et sous les yeux des spectateurs, la voiture s'est littéralement envolée et a percuté les barrières de sécurité à plus de 300 km/h. Au 57e tour, Geoff Bodine s'est retrouvé donc à la lutte avec deux autres pilotes. Il a été poussé sur le muret, il a rebondi sur le muret, et là il est remonté tellement haut que sa voiture s'est retrouvée dans les grillages. Et les grillages, en fait, par le dessous, ont arraché le réservoir. Il a pris feu, la voiture est partie un petit peu dans tous les sens. À 300 km/h, ça va très vite, et on n'a pas le temps de réagir. L'accident est d'une rare violence, tout le monde reste silencieux et s'interroge sur le sort du pilote. Dans sa cabine, le commentateur Philippe Chéreau est sous le choc. Lorsqu'on voit déjà au départ que ça part mal, en général, on se tait, on dit rien. C'est-à-dire qu'on sait que ça va mal se passer et on ne sait plus quoi dire. On attend en espérant que la voiture retombe du bon côté ou que, en effet, le feu soit tout de suite maîtrisé ou que le pilote fasse un signe. Et au bout de plusieurs minutes qui vont sembler durer une éternité, Geoff Bodine apparaît, vivant. Ses blessures ne sont que superficielles. Quelques mois après l'accident, il revient sur ces terribles moments.
Après cet accident, j'ai été drôlement secoué. C'est une bénédiction d'être encore en vie. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et comme vous le voyez, je suis là, bien en vie, et je vous parle. Depuis ce terrible accident, Geoff Bodine a pris sa retraite automobile à l'âge de 63 ans, ce qui ne l'empêche pas de piloter pour le plaisir. Il n'oubliera jamais cette fameuse course de Daytona. Ils étaient un peu plus d'1 millier à avoir pris le départ d'une course à la nage dans la baie de Sydney, en Australie. Mais une bande de requins s'est invitée à la fête et l'épreuve de natation a tourné en course contre la mort. Chaque année, la ville de Sydney organise un triathlon le long de ses plages paradisiaques. Au programme, épreuves de surf, de canoë et d'endurance. L'événement est retransmis à la télévision. C'est aujourd'hui le dernier jour et l'épreuve la plus prisée du championnat doit avoir lieu sur la plage de Cronulla. Le 15 mars 2009, c'était la 22e édition de la compétition de natation. Il y avait 1000 participants, il faisait plutôt beau. On avait vraiment de la chance parce que le soleil était au rendez-vous. Les concurrents sont répartis par tranche d'âge. Le plus jeune a 13 ans, le doyen fête lui ses 80 ans. Tous sont réunis dans un seul but, remporter le titre de champion 2009. Le départ est donné, la course va s'étendre sur près de 4 km. Mais au bout de 20 minutes, un imprévu vient perturber la compétition. Alors que je nageais, j'ai vu un hélicoptère survoler l'océan. Je me suis dit qu'il devait y avoir un problème. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y avait des requins. En effet, au large, des requins marteaux de 2 mètres de long foncent droit sur les participants. Quel que soit le requin, il y a toujours un danger. Et si en plus ils sont affamés, c'est pire que tout. Priorité absolue, protéger les concurrents. Mais l'hypothèse de faire évacuer la baie est immédiatement écartée. Il fallait absolument éviter de donner l'alerte, car ça aurait été un désastre. 1000 nageurs étaient à 500 mètres du bord, avec des requins à leur trousse. C'était impossible de faire revenir tout le monde sur la plage sans provoquer un mouvement de panique. Les nageurs poursuivent donc la course en ignorant le danger qui les guette. Avec des bateaux, les organisateurs encerclent les prédateurs pour les repousser vers le large. Mais les requins ne partent pas. Il faut donc trouver une autre idée. On s'est dit qu'il fallait que des hélicoptères volent le plus près possible de l'eau pour faire un maximum de bruit. Comme ça, les requins auraient peur et s'éloigneraient. Le requin est en effet très sensible aux ondes sonores. Rapidement, un balai d'hélicoptères s'organise au-dessus de la plage. C'était vraiment impressionnant de voir tous ces hélicoptères qui frôlaient l'océan pour effrayer les requins. Les bateaux, quant à eux, servaient à les repousser vers le large. Et quelques minutes plus tard, mission accomplie. Les requins s'enfuient. C'était la première fois qu'une telle chose arrivait en 22 ans de course. Ça m'a paru une éternité, alors qu'en fait, cela n'a duré que 10 minutes. Sur la plage, les premiers concurrents passent la ligne d'arrivée. Interrogés par la presse, ils découvrent abasourdis à quoi ils ont échappé. Des requins? Ah non, je ne savais pas du tout qu'il y en avait. Je vais bien, mais j'ai eu chaud. Grâce à l'ingéniosité des organisateurs, le pire a pu être évité. Cette 22e édition restera sans conteste dans les mémoires, comme celle de tous les dangers. Aux États-Unis vit un petit garçon pas comme les autres. Des millions d'écrivains rêveraient d'être à sa place, parce qu'à 8 ans, Alec a vendu son premier livre à 250 000 exemplaires. C'est un best-seller qui décrit les conseils de séduction d'un garçon de 8 ans. Tout un programme. 100 kg par mètre cube, c'est le poids moyen de la neige fraîchement tombée en cas de chute abondante. Ce sont donc des dizaines de tonnes qui peuvent s'accumuler sur le toit de certains édifices. Fragilisées, les structures finissent parfois par s'effondrer. C'est ce qui s'est produit dans cette patinoire en Slovaquie.
Juraj Bernat n'en revient toujours pas. Ce caméraman d'une chaîne de télévision slovaque a été le témoin d'une scène surréaliste qu'il a eu le réflexe de filmer. Nous sommes à Námestovo, en Slovaquie. Ce 24 janvier 2012, la ville est en ébullition. Le hockeyeur Richard Zedník, star national, est venu entraîner les jeunes du club dans la patinoire flambant neuve. Juraj couvre l'événement. Richard Zedník s'est d'abord échauffé avec les jeunes. C'est une star en Slovaquie parce qu'il joue aux États-Unis. Tout le monde était très content. Tout se déroulait normalement. C'était une journée de travail comme une autre. Une centaine de personnes est venue assister à l'événement. Après avoir fait les images nécessaires, Juraj pose son matériel et assiste au match de hockey. Puis j'ai remarqué que Richard Zedník regardait le toit de la patinoire avec insistance. J'ai jeté un coup d'œil en l'air et j'ai vu une plaque de givre tomber du toit. J'ai pensé que c'était juste une petite brèche. Mais en l'espace de quelques secondes à peine, la brèche s'élargit. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était de récupérer ma caméra. Tout le monde courait pour sortir, mais moi je voulais sauver ma caméra. Et lorsque je l'ai récupérée, je l'ai allumée et j'ai filmé. Le toit vient de s'effondrer. Dans la patinoire, c'est la panique. 150 personnes tentent de quitter les lieux. Le pire, c'est quand j'ai voulu sortir. Il n'y avait qu'une sortie et tout le monde s'y est précipité. On ne pouvait pas avancer, on était bloqué. C'était terrible. Malgré la peur qui s'empare de lui, le caméraman comprend que des personnes sont peut-être bloquées dans les gravats. Il part à leur recherche. Je suis tout de suite allé chercher une lampe de poche car je pensais que des enfants s'étaient retrouvés bloqués dans les débris. Mais les sauveteurs sont venus me dire que tout le monde avait pu sortir. Tout le monde est sain et sauf, mais personne ne s'explique comment le toit a pu ainsi s'effondrer. Je pense que l'élément déclencheur a été les coups portés par les hockeyeurs. Ils étaient tellement excités de voir Zedník que cela a provoqué des vibrations dans tout le toit. C'est la seule explication que l'on ait. Même si ce jour-là, une catastrophe a été évitée de justesse, Juraj, lui, a réalisé un joli scoop. Un écrivain qui rencontre le succès dès son premier livre, c'est déjà exceptionnel. Mais quand ce livre devient numéro 1 des ventes alors que l'écrivain n'a que 8 ans, l'histoire devient tout simplement extraordinaire. Dans cette école primaire du Colorado, les élèves de Madame Dupré rédigent souvent des devoirs sur les moments forts de leur vie. Ce jour-là, le jeune Alec décide de décrire ce qu'il a observé dans la cour de récréation. Je voyais beaucoup de garçons qui essayaient d'aborder les filles, mais ils se prenaient tout le temps des râteaux. Je voulais les aider à éviter ça, tout en leur donnant des conseils pour trouver la fille idéale. À 8 ans, Alec écrit donc un guide de séduction intitulé « Comment parler aux filles ». Son institutrice est conquise, tout comme la directrice de l'école. C'était à la fois très amusant et très vrai. Je me disais que c'était vraiment incroyable qu'un enfant de 8 ans ait pu écrire cela. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut parler aux filles, même si c'est une fille de 46 ans comme moi. L'école décide alors de vendre des photocopies de la rédaction d'Alec au profit d'une œuvre caritative. Succès immédiat. En quelques jours, Comment parler aux filles devient le guide indispensable des écoliers du Colorado. C'est rigolo, on se reconnaît.
Il y a beaucoup de vrai dans tout ça. Je pense que tout ça est très sérieux. C'est une manière astucieuse de voir les choses. Et pour en juger par vous-même, voici des exemples donnés par l'auteur en personne. Les jolies filles sont comme les voitures qui ont besoin de beaucoup d'essence. Elles sont très soucieuses de leur apparence, elles ne pensent à rien d'autre. Les filles normales se moquent de cela, elles s'intéressent à plein d'autres choses. Et c'est ça qui les rend très jolies. Je pense qu'il faut plutôt choisir parmi ces filles dites normales. Si tu veux attirer l'attention d'une fille, il ne faut pas en faire trop. Tu peux être un peu collant, mais pas trop quand même. La première chose à dire pour entamer la conversation, c'est « Salut ». Si elle répond « Salut », c'est déjà un bon début. Grâce à sa rédaction, Alec est la nouvelle coqueluche de l'école, à la plus grande fierté de ses parents. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les médias commencent à s'intéresser à l'affaire et l'enthousiasme est général. En 2 semaines, Alec est invité dans les plus célèbres émissions américaines. Cette immense notoriété est aussi soudaine qu'inattendue. Au début, c'était terrifiant, complètement dingue. C'est vrai que c'est impressionnant. Après une telle médiatisation, Alec n'a plus qu'à être publié pour devenir un écrivain à part entière. Ce sera chose faite en novembre 2008. Et pendant plusieurs semaines, il occupe les premières places des ventes de livres pour enfants. C'est le début d'une grande carrière. Je n'ai jamais vraiment su ce que j'avais envie de faire plus tard. Avec ce qui m'arrive, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Alors je me dis que je devrais peut-être devenir écrivain. Mais je pense aussi au métier d'archéologue, d'anthropologue ou de paléontologue. Bref, tous les métiers qui finissent par log. Alors pourquoi pas psychologue? C'est ce qui semble tout indiquer au vu des futures publications d'Alec. Comment parler à sa mère et comment parler à son père. Il faudrait, je dis bien il faudrait, que j'écrive aussi un livre de conseils pour les rendez-vous amoureux. Mais là, ce serait que pour les garçons plus âgés que moi. Pour l'instant, Alec n'a pas de fiancée car il se trouve encore trop jeune. Mais ça n'a pas empêché une célèbre production hollywoodienne de lui faire les yeux doux en rachetant les droits de son livre pour le cinéma. Un coup de foudre qui pourrait rapporter à l'enfant écrivain plusieurs centaines de milliers de dollars. Partons en mer pour une croisière avec 571 passagers qui ne s'attendaient certainement pas à finir leur voyage évacués sur des canots de sauvetage ou par hélicoptère. 99%, c'est la proportion des gènes que nous aurions en commun avec le gorille. Damien Aspinall partage beaucoup plus que des gènes avec Quibi. C'est une véritable amitié indéfectible qui les lie. 5 ans après lui avoir rendu sa liberté, ils vont se retrouver au cœur de la jungle gabonaise. Quibi se souviendra-t-il de cette relation si particulière? Séquence émotion. C'est l'histoire d'un homme qui consacre sa vie à la protection des animaux et d'un gorille qui n'a jamais oublié son bienfaiteur. Damien et Quibi ne s'étaient pas revus depuis 5 ans, jusqu'à ce que le destin les réunisse au cœur de cette forêt africaine. Ce jour-là, la nature nous a offert des retrouvailles hors du commun. Damien n'a pas eu une enfance ordinaire. Fils d'un excentrique milliardaire anglais qui avait transformé son immense propriété en zoo, il a grandi au milieu des animaux sauvages. Ses compagnons de jeu préférés étaient les gorilles. À la mort de son père, Damien a repris le flambeau de la fondation Aspinall. Son but, préserver les espèces menacées et favoriser leur réintroduction dans leur milieu naturel. Le projet de mon père était de réunir des familles entières de gorilles pour mieux les protéger. Tout le monde disait qu'il était fou, et pourtant, c'était une idée brillante et ça a marché. Aujourd'hui, le public peut voir ici une centaine de gorilles, et si nous en avons autant, c'est dans le but de favoriser leur reproduction et de pouvoir ensuite les rendre à la vie sauvage. Aujourd'hui, après avoir été accueillis et soignés dans ce parc du sud de l'Angleterre, plus de 50 gorilles orphelins ont déjà recouvré leur liberté dans une réserve du Gabon. Et parmi eux, Quibi. Le petit gorille est né en 1998 et Damien s'en est toujours occupé avec beaucoup de bienveillance. Alors en 2003, quand le jeune gorille doit rejoindre la forêt gabonaise, la séparation est difficile pour l'un comme pour l'autre. Il était très attaché à moi. Je pensais qu'il n'attendait qu'une chose, retrouver la liberté et se débarrasser de moi, mais au contraire, il a eu beaucoup de mal à me quitter.
5 ans après cette séparation, un nouveau voyage est organisé. Pour la Fondation, le moment est important car 3 jeunes gorilles vont retrouver leur espace naturel. Pour Damian, c'est une occasion inespérée de peut-être revoir Quibi. Sur place, cet espoir ne le quitte plus, même si son entourage le désapprouve car l'idée est jugée trop dangereuse. Il peut se montrer très affectueux et brutalement devenir agressif. Il est vraiment sauvage maintenant. Plus personne ne l'approche et de toute façon, cela fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et pourtant, Damian ne renonce pas. Il se lance à la recherche de Quibi au milieu de cette réserve de 400 000 hectares. Autant dire que les chances de croiser l'animal sont quasi nulles. Après des heures passées dans la forêt, Damian est sur le point d'abandonner. Mais au même instant, un visiteur inespéré fait son apparition. Du plus profond de la forêt, Quibi a reconnu les appels de son protecteur. L'instinct sauvage du primate a momentanément disparu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Damian vient de retrouver le gorille à qui il avait rendu sa liberté 5 ans plus tôt. Commence alors un dialogue dont eux seuls ont le secret. La belle complicité d'autrefois les unit à nouveau, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Après toutes ces années, Damian et Quibi savourent ces retrouvailles exceptionnelles, comme 2 vieux amis. Mais quand vient la fin de cette mémorable journée, chacun doit reprendre sa route. Damian n'est pas au bout de ses surprises, car le lendemain, alors qu'il profite d'un dernier bain dans la rivière, Quibi est là, comme pour lui adresser un dernier message. Quibi, tu es venu? Je te vois. Et si l'amitié existait entre un humain et un animal sauvage, une chose est sûre, en tout cas, la relation qui unit Damian et Quibi n'a pas fini de nous émerveiller. Bonsoir. C'est au milieu d'une mer déchaînée que l'on a procédé à l'évacuation d'urgence de centaines de passagers d'un paquebot qui a sombré au large des côtes sud-africaines. On a entendu un bang et là, les lumières se sont éteintes. Tout ça était complètement surréaliste. On se serait cru dans un film. Je me suis réveillée le lendemain et j'ai réalisé, je suis en vie. Je n'arrivais pas à y croire. Le 5 août 1991, le monde entier découvre stupéfait l'image du paquebot Oceanos en train de sombrer en direct. Rosemary Rowe était l'un des 571 passagers de ce Titanic des temps modernes. À 27 ans, cette Sud-Africaine décide de partir avec Debbie, sa meilleure amie. C'est leur première croisière et elles sont particulièrement enthousiastes à l'idée de ce voyage. Les premiers jours, tout se déroule dans une ambiance très festive. À tel point que Rose oublie l'étrange coïncidence qu'elle a vécue juste avant de partir. Ce qui est étrange, c'est que quelques jours avant d'embarquer, ils ont diffusé cette ancienne version du film Titanic. Quand mes amis ont su que je partais en croisière, ils m'ont dit en riant « Tu devrais faire attention, ton bateau va couler lui aussi ». Dès le 4 août, ces mauvaises blagues se transforment en prémonitions. Le temps est catastrophique et rend la croisière très chaotique. Le bateau tanguait sans cesse. On était basculés d'un bord à l'autre. Mais bon, ça nous faisait rire. On trouvait ça plutôt rigolo. Je dois dire que les membres de l'équipage, eux, avaient l'air beaucoup plus inquiets que les passagers. Après des escales au Cap, puis à East London, le bateau navigue dans une mer de plus en plus déchaînée. Je me souviens que le temps était vraiment très mauvais. Ça tanguait tellement que la coque penchait énormément. D'ailleurs, j'ai pris des photos où l'on peut voir les gens se tenir à ce qu'ils peuvent pour ne pas tomber. Mais la météo ne va pas être la seule cause du naufrage de l'Oceanos.
Vers 21h30, alors qu'on s'apprêtait à dîner, on a entendu un énorme bruit. Et là, les lumières se sont éteintes. Apparemment, l'explosion provenait de la salle des machines. On nous a alors demandé de nous regrouper dans le hall. L'état d'urgence était déclaré. On nous a juste dit qu'on allait être évacués. En dépit de cette situation d'urgence, les passagers vont rester très calmes. Paradoxe, c'est l'équipage qui panique. En tête, le capitaine du bateau, Yanis Avranas. Allant à l'encontre de toutes les règles maritimes, le capitaine et tous les hommes de bord prennent d'assaut les chaloupes et abandonnent les passagers à leur triste sort. En fait, ce sont les serveurs, les barmen et les musiciens qui sont restés avec nous pour nous rassurer et nous aider à évacuer le navire. Plus étonnant encore, le magicien du bateau prend la place du capitaine et organise le sauvetage. Les passagers, eux, ne réalisent toujours pas la gravité de la situation. Quand le soleil s'est levé, le magicien est venu nous dire qu'on devait évacuer les lieux et qu'on allait être élitreillés. Et ce n'est qu'une fois à bord de l'hélicoptère qu'on a pu voir le bateau en train de sombrer. C'est à ce moment-là que j'ai constaté l'ampleur de la catastrophe. Les hélicoptères des autorités sud-africaines, après avoir reçu les signaux de détresse, se chargent d'évacuer les 300 passagers qui n'ont pas pu embarquer à bord des canots de sauvetage. Une opération qui va durer près de 5h30. Un sauvetage long et fastidieux, mais surtout un sauvetage miraculeux. Car en dépit de ce naufrage spectaculaire et malgré quelques blessés légers, les 571 passagers sont tous vivants. Le bateau, lui, va sombrer définitivement. C'est vraiment un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort et que tout le monde ait pu être évacué. Plus tard, quand je suis rentrée à Johannesburg, après une bonne nuit de repos, je me suis réveillée et c'est là que tout est remonté. J'étais en vie, c'était à peine croyable. Et j'ai surtout réalisé ce que je venais de vivre. En Angleterre, Laura Doxton envoie ses coordonnées accrochées à un ballon. Quelques jours plus tard, elle reçoit un coup de téléphone plutôt inattendu, pour ne pas dire extraordinaire. Dans un tout autre registre, certaines personnes se découvrent un jour un talent hors du commun, comme Luis Antonio Gasparetto. Depuis l'âge de 13 ans, il est régulièrement habité par les esprits d'une cinquantaine de peintres célèbres. Picasso, Van Gogh, Manet, Delacroix notamment n'ont aucun secret pour lui. Sans savoir peindre, il est capable de reproduire les styles des plus grands artistes avec une précision diabolique. Toulouse-Lautrec, Picasso, Modigliani, les plus grands génies de la peinture ont produit des chefs-d'œuvre exceptionnels. Leur immense talent n'a jamais été égalé, sauf peut-être par cet homme. Luis Antonio Gasparetto n'est pas un surdoué. Il n'a jamais pris un seul cours de peinture. Ses tableaux ne sont pas des reproductions, mais ils ressemblent trait pour trait à ceux des plus grands maîtres. Et si cet homme était en contact avec ces artistes disparus? Hypothèse insensée, mais à ce jour, il n'y a pas d'autre explication. L'incroyable talent de Gasparetto apparaît en 1962. À tout juste 13 ans, il n'a jamais peint de sa vie et pourtant il exécute à la perfection un sublime tableau de maître en 3 minutes. En état de transe, il serait entré en communication avec l'artiste, mort depuis plus d'1 siècle. À partir de ce jour, les plus grands peintres du monde n'auront plus de secret pour le jeune Brésilien. Ce n'est pas facile à expliquer. Je peux les entendre et ils viennent me parler. Je les entends même mieux que je ne pourrais les voir. Leur voix entre dans mes pensées d'une manière très nette. Il est incorporé par des entités de peintres connus et à travers son corps, ces peintres vont pouvoir s'exprimer. Lui n'est qu'un vecteur, il prête son corps pour que les peintres puissent s'exprimer à travers lui en fait. En temps normal, Gasparetto sait à peine tenir un pinceau. Le génie ne se révèle à lui que lorsqu'il entre en contact avec ses peintres. Il est alors en transe, un état hors du commun.
ça paraît mystérieux en fait pour les personnes qui sont autour, hein. Pour l'humain qui ne comprend pas ce qui se passe en fait. Là en effet il y a un mystère de voir un être qui d'un seul coup rentre dans un état de transe, n'est plus maître de son corps. Il faut se mettre dans cet état de transe pour que la conscience supérieure puisse rentrer dans le corps. Devant un tel phénomène, les experts restent sans voix, parfois incapables de distinguer les signatures originales de celles de Gasparetto. Mais le plus ahurissant, c'est qu'au fil des années, Gasparetto a réussi à peindre plusieurs toiles en même temps, à l'envers, main gauche, main droite, parfois des deux mains, les yeux fermés. Son pouvoir est sans limite. Son corps devient un objet. Après, l'énergie qui l'habite peut utiliser une main, peut utiliser un pied, peut utiliser ce qu'il veut en fait. Le corps de Luis Antonio serait donc un simple instrument. Mais alors pourquoi une telle utilisation? Serait-il la réincarnation de tous ces peintres disparus? Ils se servent de lui pour pouvoir exprimer et continuer leur œuvre et peut-être à travers cela montrer justement qu'il existe une autre réalité, une autre vérité. Ce qu'ils veulent, c'est nous montrer qu'ils sont toujours vivants. Gasparetto a aujourd'hui préféré consacrer ses dons à la psychologie. Il exerce à Rio. Il n'a jamais gagné d'argent en vendant ses toiles et n'a jamais voulu devenir peintre professionnel. À voir ses peintures, on se dit que c'est trop beau pour être vrai, mais pourtant, les faits sont là. Le ciel réserve parfois bien des surprises. Ces deux jeunes femmes habitent à 275 km l'une de l'autre. Elles n'avaient a priori rien en commun et aucune chance de se rencontrer un jour. Pourtant, il y a 10 ans, le destin leur a fait un très beau cadeau. Tout a commencé le 14 juin 2001 dans la banlieue de Manchester. Nous fêtions les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Mon grand-père m'a donné un ballon gonflé à l'hélium. J'ai écrit mon nom et mon adresse dessus et je l'ai laissé s'envoler dans l'espoir que quelqu'un le trouve. Au fil des jours et au gré du vent, le ballon parcourt le ciel d'Angleterre. De son côté, la petite Laura ne se fait pas d'illusions. J'étais persuadée que je n'aurais jamais de nouvelles, que le ballon s'évanouirait dans la nature, alors je l'ai vite oublié. Pourtant, à plus de 250 km de là, dans la campagne londonienne, une petite fille découvre un ballon tombé dans son jardin. J'ai regardé sur le ballon. Il y avait un petit mot qui disait « Si vous trouvez ce ballon, contactez Laura Buxton ». Mais Laura Buxton, c'était moi. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» En effet, aussi incroyable que cela puisse paraître, le ballon a atterri chez une autre petite fille qui s'appelle aussi Laura Buxton. Il y avait une chance sur 1 million pour que cela arrive, peut-être moins encore. Il fallait que je rencontre cette Laura, que je lui parle. Je voulais juste la voir pour vérifier que tout était bien réel. Aussitôt, la jeune fille prend sa plume et écrit à l'autre Laura. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une Laura Buxton. Elle avait le même nom et le même prénom que le mien. C'était improbable, je n'arrivais pas à y croire. Tout comme l'autre Laura, elle a du mal à réaliser ce qui arrive. Il y avait tellement peu de chances pour qu'une telle chose se produise. Le fait que mon ballon tombe chez une autre Laura Buxton était juste impossible. Avec l'aide de leurs parents, les deux Laura se donnent rendez-vous. Et elles ne sont pas au bout de leur surprise. La première fois que l'on s'est vus, j'ai eu un choc, car nous étions habillés de la même façon. Et ce n'était que le début d'une incroyable série de coïncidences. La première, Laura Buxton, a 10 ans. Elle mesure 1,34 m. Elle a un labrador noir, un lapin blanc, un cochon d'Inde marron. L'autre, Laura Buxton, a également 10 ans, mesure 1,34 m, a un labrador noir, un lapin blanc et un cochon d'Inde marron. Avec autant de similitudes, il n'en fallait pas davantage pour qu'une belle amitié naisse entre les deux Laura. Notre amitié était immédiate. On s'entendait tellement bien. On s'est beaucoup vus la première année. Et malgré les distances, on essaie de se voir le plus possible. Une amitié sincère, un joli signe du destin que les deux jeunes femmes essaient aujourd'hui encore de s'expliquer. Je ne crois pas que ce soit une question de chance. Il y a forcément un sens à tout cela. On était faites pour se rencontrer.
C'est une amitié ordinaire, mais qui a commencé de façon extraordinaire. On va avoir une belle histoire à raconter à nos petits-enfants quand nous serons vieilles. Simple hasard ou formidable destinée, peu importe. À 20 ans, Laura et Laura ne sont peut-être pas au bout de leur surprise. Du romantique au dramatique, il n'y a parfois qu'un pas. C'est ce qu'a expérimenté un couple d'Américains, Monica et Dirk, partis en balade à bord de leur bateau. Au moment de jeter l'ancre, l'embarcation est soudainement emportée par les courants en direction d'un barrage. Dirk tombe à l'eau et Monica reste seule sur le bateau. Une autre histoire qui aurait pu virer au drame. Little Baby est un lion africain qui pèse plus de 250 kilos. Un journaliste célèbre s'apprête à faire son reportage quand Little Baby lui saute dessus au risque de le dévorer. Attention, images impressionnantes. Pour la première fois de sa carrière, ce journaliste réalisait un reportage avec un lion. Mais il ne se doutait pas que cette rencontre le marquerait à vie. Charles Starmer Smith est un journaliste anglais. Il est le chroniqueur star de la rubrique Voyage d'un grand quotidien. Son métier l'amène à parcourir le monde. C'est ici, en Afrique du Sud, qu'il vient réaliser pour le site internet du journal un reportage sur la pratique du golf. Mais ce jour-là, le mauvais temps va contrarier ses plans. C'était trop couvert pour qu'on prenne l'hélicoptère, alors on nous a proposé d'aller plutôt visiter une réserve de lions blancs très rare. Avec son équipe de tournage, Charles se rend sur place. Mais dans la réserve, on lui propose bien plus qu'une simple visite. On m'a dit, nous avons un lion, il est très gentil, il n'y a aucun risque. C'était une opportunité unique. Charles n'est pas tout à fait serein, d'autant que le dresseur l'a mis en garde. Le dresseur m'a alerté sur le fait que si quelque chose devait mal se passer, je ne devais pas courir ni même tourner le dos au fauve, sinon il pourrait m'attaquer et me tuer. Charles pénètre dans la cage. Les caméras tournent. Le journaliste s'apprête à enregistrer son reportage. Le premier contact est plutôt chaleureux. Le lion a commencé à mordiller ma chaussure. Je me suis dit qu'il voulait jouer un peu comme un gros chat. Je n'étais pas très inquiet. Mais très vite, l'animal s'agite et attaque son dresseur. Lorsque le lion s'en est pris au dresseur, j'ai compris que ça pouvait mal tourner et qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Au moment où Charles s'y attend le moins, le lion lui saute dessus. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, il fallait que je reste debout, car une fois à terre, je devenais plus vulnérable. Le dresseur essaie de raisonner le lion, mais sans succès. L'animal ne lâche pas prise. C'était douloureux, mais j'étais si effrayé que je ne sentais pas la douleur. La situation devenait ingérable. Je ne savais plus ce que je devais faire. Rester, courir, sortir, j'étais vraiment paniqué. Charles parvient à s'écarter, mais le lion revient à la charge, cette fois beaucoup plus violemment. À ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'étais en danger. Il m'a sauté dessus. Il était si proche de mon cou. Il suffisait d'un coup de griffe, d'une morsure, et c'était fini pour moi. Le journaliste parvient enfin à se libérer et sort de la cage. L'adrénaline avait pris le dessus. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit ni à qui je l'ai dit. Je ne sentais même pas mes blessures. Charles l'a échappé belle. C'est à son retour en Angleterre qu'il a réellement pris conscience que ce reportage aurait pu être le dernier. Ma femme m'a dit que j'avais été stupide. C'est vrai, je n'ai rien d'un héros. J'ai été naïf d'y être allé, mais aussi très chanceux de m'en être sorti, avec si peu de séquelles. La ville d'Austin, au Texas, est traversée par la rivière Colorado. C'est un lieu idéal pour flâner le long des rives et profiter de la nature. Mais l'activité préférée des habitants de la région reste les promenades en bateau. C'est justement ce que Dirk Olastra et son amie Monica font en ce jour de mars 2005. Ils longent la rivière en direction du barrage Tom Miller. Mais leur petite croisière romantique va soudainement tourner au drame. La journée touche à sa fin, alors que le bateau approche du barrage, l'agent de garde ouvre les vannes.
Il est littéralement aspiré par la force de l'eau, coincé contre les piliers en béton. Dire que passe par-dessus bord, il est emporté. Il a perdu l'équilibre. Il est tombé dans l'eau, il a été aspiré par le barrage et a atterri 100 mètres plus bas. J'ai été aspiré par l'eau. J'avais l'impression d'être dans une machine à laver. La chute a été terrible. Ensuite, j'ai fait tout mon possible pour regagner la surface. Malgré sa chute vertigineuse, Dirk est sain et sauf. Mais il ne sait pas où se trouve Monica. J'ai alors regardé autour de moi pour voir si Monica était tombée. Je l'ai appelée, mais elle ne me répondait pas. Et il ne peut pas en effet la trouver, elle est encore à bord du bateau. Ces images sont filmées par la caméra de surveillance du barrage. Le problème, c'est qu'à tout moment, l'embarcation peut aussi être aspirée par le courant. Les secours arrivent enfin. Sur le pont, les pompiers jettent une corde à Monica. À bout de force, elle n'arrive pas à remonter. Finalement, devant l'urgence de la situation, les secours décident d'intervenir avec un de leurs bateaux. En quelques secondes, ils récupèrent la jeune femme et s'éloignent du barrage. Et tout de suite après, le choc a été tellement violent qu'il ne reste plus rien de l'embarcation. Juste un sac de couchage retrouvé dans un arbre. Depuis, la sécurité du barrage a été renforcée. Les plaisanciers n'ont plus à s'inquiéter lorsqu'ils se promènent à proximité du barrage Tom Miller. Les sports nautiques pratiqués à grande vitesse peuvent être fatals. Telle aurait pu être l'issue pour ces deux pilotes de jet ski lors des championnats du monde en Arizona. Récit du rescapé français Nicolas Rius dans quelques instants. Difficile de rester insensible à l'histoire de Michel Frette, un Alsacien de 65 ans qui aura passé 60 ans de sa vie à rechercher son père. Un bel exemple de persévérance qui aurait largement sa place au cinéma. Août 1945, Michel Frette naît de père inconnu. Il n'aurait jamais pensé connaître un jour son père. Pour moi, c'était inné. Il fallait que je le retrouve. Et le 14 août dernier, après 60 ans de recherche, son plus grand rêve se réalise enfin. France, automne 1944. Gabrielle habite une ferme à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin. Elle a tout juste 17 ans lorsqu'elle rencontre William Francis Benson, un séduisant GI américain venu libérer la France. Le coup de foudre est immédiat, mais quelques mois plus tard, c'est la libération. La France entière célèbre la victoire et le départ des régiments américains met fin à la belle histoire d'amour. 9 mois plus tard, le 27 août 1945, Michel naît de père inconnu. Dès l'âge de 5 ans, la quête de toute une vie commence. Il ne se passait pas un jour où je pensais à mon papa. Lorsque j'avais une réussite, j'avais une petite pensée pour lui. S'il était là, s'il l'avait su, il aurait été heureux. J'aurais fait n'importe quoi pour le retrouver. Un nom, un prénom, Michel a peu d'indices. Au fil du temps, son rêve d'enfant tourne à l'obsession. J'ai fait 450 km en vélo Solex en 2 jours. J'ai pris le train à Paris, je ne me rappelle plus quelle gare. J'ai été jusqu'à Cherbourg. À Cherbourg, pendant une semaine, je errais sur le quai pour trouver un capitaine de chalutier qui puisse me prendre comme mousse. Je voulais prendre un bateau pour aller jusqu'aux États-Unis. Je voulais m'engager dans l'armée américaine, quitte à aller faire 2 ou 3 ans au Vietnam, revenir après, si je revenais, et puis retrouver mon père. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans passent, mais toujours aucune trace de ce père parti sans laisser d'adresse. En juillet dernier, Michel décide alors de raconter son histoire dans le journal de sa région. Le journal, ça a été vraiment le déclic, ça a été une coïncidence terrible. Et le lendemain matin, fait extraordinaire, à 11h du matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui était en vacances dans la région de Montbéliard,
qui venait de Miami. Elle m'a tout de suite téléphoné et elle m'a dit voilà, qu'elle voulait tout faire pour essayer que je retrouve mon papa. Quand j'ai lu le journal, je me suis dit c'est peut-être sa dernière chance. Je ne savais pas si ça allait bien se passer ou pas, mais pour moi, c'était un devoir. C'était mon devoir de le faire. Et c'est aussi, je dirais, une façon de remercier tous ces soldats qui ont traversé l'Atlantique pour nous. Pour la première fois, quelqu'un allait peut-être pouvoir aider Michel. De retour en Floride, le travail de Martine ne s'avère pas facile, mais sa détermination demeure intacte. J'ai appelé les télécoms, j'ai appelé la mairie. Je suis aussi allée sur les sites internet. J'ai fait des recherches avec les amis des vétérans. Après, j'ai appelé la cour de justice et là, je tombe sur une jeune femme. Et je crois que nous avons eu la plus grande chance, c'est qu'elle m'a donné aussi le numéro de téléphone. Et un beau jour, au bout de 3 semaines, à 10h30, 11h du soir, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Voilà Michel, j'ai retrouvé ta famille. Tu as un frère, tu as une sœur, et on a retrouvé ton papa qui est vivant et qui a encore toute sa tête. » Alors là, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. J'avais les frissons, j'avais envie de pleurer. Ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment le moment le plus incroyable. Avec le cœur qui bat dans la poitrine. J'ai pas dormi pendant 1 semaine. Je me levais la nuit à 3h du matin, je tournais autour de la maison. Je pouvais plus dormir. Quelques jours seulement après cette incroyable nouvelle, Michel s'envole pour Houston, au Texas. Et le 14 août 2010 à 14h, après 60 ans de recherche et d'espoir, Michel a rendez-vous avec son père. Alors là, ça a été grandiose pour moi. On s'est pris dans les bras, on a pleuré, ça a duré 5-10 bonnes minutes. C'était une comment je veux dire, terrible. C'était une anxiété terrible. C'était plus fort que moi. J'avais plus de mots. Pouvoir traverser l'Atlantique, de me rendre aux États-Unis et de prendre mon père dans mes bras. C'était le plus beau jour de ma vie. Depuis, Michel a regagné son petit village de Franche-Comté et le visage de son père l'accompagne désormais au quotidien. Maintenant, j'ai plus d'angoisse, j'ai plus cette petite étoile dans la tête qui me dit il faut le rechercher. Maintenant, tout est comblé maintenant. Maintenant, je suis serein. Je revis, au moins j'ai un père, voilà, je l'ai retrouvé. Ce père que j'ai cherché tant et tant et tant d'années. Il ne se passe d'ailleurs plus 1 semaine sans que le père et le fils ne se parlent au téléphone. C'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras. Lorsqu'on cherche un être proche dans sa vie, il faut aller jusqu'au bout. Lors d'une finale des championnats du monde de jet ski, 2 pilotes se livrent une lutte sans merci. Et pour gagner, ils sont prêts à dépasser les limites. Nous sommes aux États-Unis, à Lake Havasu City, en Arizona. Chaque année a lieu ici la finale du championnat du monde de jet ski. Depuis 25 ans, le Français Nicolas Rius fait partie des meilleurs et il compte bien remporter le titre mondial. Le quotidien d'un champion de jet ski, c'est le même quotidien que tous les sportifs de haut niveau. Pour être un champion, c'est beaucoup de travail et c'est répétitif tous les jours. Cette année-là, Nicolas est favori. Mais à jet ski, l'épreuve de la course est difficile. Les bolides peuvent atteindre plus de 150 km/h et les chutes sont fréquentes. Le jet ski, c'est un sport dangereux parce qu'il y a forcément il y a de la vitesse, il y a de l'accélération. À haut niveau, c'est un sport risqué. La course est lancée, Nicolas Rius prend un très bon départ. Je pars en tête, je suis en tête toute la course. Tout se passe bien pour le Français, mais au dernier tour, un problème technique le ralentit. Son concurrent, Dustin Farsing, en profite et prend la tête de la course. Et le dernier tour, j'étais devant toute la manche, il était hors de question que je rentre deuxième. Plus déterminé que jamais, Nicolas Rius se lance à la poursuite de son adversaire. Il n'a plus rien à perdre.
Et le Français perd alors le contrôle de son jet ski et atterrit sur la tête de Dustin Farsin. À 150 km/h sur l'eau, ça s'est arrêté net et j'ai voltigé dans tous les sens. Au moment de doubler, une grosse vague fait s'envoler le jet ski du concurrent français. Donc lui, il a été jeté du jet. Moi, à la limite, je passe par devant le jet, je m'attrape d'une main, je sais pas comment je fais le jet. Si Nicolas parvient à rester sur son jet ski, Dustin est à l'eau et l'on craint qu'il soit blessé. Je fais demi-tour, je vais voir ce qui lui est arrivé quand même, parce que bon, c'était un impact assez impressionnant. Heureusement, Dustin n'a rien et il va même terminer la course. Pas de titre mondial pour le Français, mais une grosse frayeur qu'il n'est pas prêt d'oublier. Imaginez un conducteur de grue posté à 45 mètres du sol et pris dans un incendie spectaculaire. Véritablement piégé, la situation semble désespérée. Mais avant cela, découvrons l'histoire d'une jeune automobiliste anglaise victime d'une sortie de route qui se retrouve avec son véhicule en équilibre entre deux toits de maison. La chute semble évidente. Non, vous ne rêvez pas. Cette voiture est bien en équilibre instable entre les toits de ces deux maisons et ce n'est pas pour les besoins d'un film. À son bord, Paula Korp, une jeune Anglaise venue passer ses vacances dans la charmante ville de Mugla, dans le sud de la Turquie. Selon les témoins présents au moment de l'accident, la voiture est arrivée à vive allure dans une rue très escarpée. Elle a heurté un trottoir avant de se percher entre les deux toits. Pour les secours, l'intervention est urgente et extrêmement délicate. Il faut faire sortir Paula, or le temps presse. La voiture peut tomber à tout moment 10 mètres plus bas. Elle n'est pour l'instant retenue que par ses pare-chocs. Les pompiers s'organisent. À l'aide d'une nacelle, ils vont récupérer Paula. Encore très choquée par une mésaventure qui aurait pu très mal se terminer, la conductrice va retrouver ses proches, non sans une certaine émotion. La voiture a glissé sur la chaussée. C'est pour ça qu'elle est sortie de la route. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu le véhicule comme ça au-dessus du vide. Mais heureusement, tout s'est bien terminé. Les sauveteurs devront encore régler un dernier détail. Descendre la voiture du haut de ce drôle de perchoir. Un sauvetage pas banal. Un incendie spectaculaire vient de se déclarer sur ce chantier. Tous les ouvriers sont évacués, mais un homme reste. À 45 mètres du sol, piégé en haut de la grue qu'il pilote, il est en danger de mort. Être conducteur de grue est un métier à risque. Un travail en hauteur, un accès souvent difficile, et en cas d'accident, les dangers du chantier sont autant de facteurs aggravants. C'est un métier qui est dangereux pour soi, pour le grutier lui-même, et pour les gens qui travaillent en dessous. Tout grutier professionnel, à un moment donné, doit réagir vite. Réagir vite, c'est ce que va devoir faire un grutier pour sa survie. L'histoire se passe au Canada, à Kingston, dans la province de l'Ontario. Perché à 45 mètres du sol, un grutier travaille sur un chantier quand une épaisse fumée envahit le ciel. L'incendie, lorsqu'il a commencé à se déclarer, n'était pas très important, mais il y avait beaucoup de fumée. Donc il a réfléchi qu'il ne pourrait pas descendre à cause de la fumée et des gaz toxiques. Donc le risque, c'est de perdre connaissance et de tomber. Le grutier se pense en sécurité dans sa cabine, mais l'événement prend une tournure dramatique. Alimenté par le bois du chantier, le feu redouble de violence. Les flammes atteignent maintenant le haut de la grue. Dans la cabine, c'est la fournaise. Pris au piège, l'homme doit quitter la nacelle au plus vite.
a décidé de s'éloigner de cette zone de danger, puisque bon, il y a toute la partie arrière de la grue qui se retrouvait complètement calcinée. Au péril de sa vie, le travailleur âgé de 68 ans attaque une traversée sans filet. Logiquement, quand on s'aventure comme ça sur la flèche, il faut porter un harnais. Et ce harnais, on l'attache à ce qu'on appelle une ligne de vie, qui est un câble qui court le long de la flèche sur lequel on va s'accrocher. Le grutier semble à l'abri des flammes. Mais son calvaire n'est pas terminé. Le feu empêche toujours les secours d'approcher. Le conducteur de chantier va ainsi passer plus d'une heure bloqué à 45 mètres de hauteur. Pire encore, la grue menace maintenant de s'effondrer. La grue est exposée à une chaleur très, très importante et l'acier dans lequel est constituée la grue pourrait être affaibli et la machine pourrait se renverser et tomber. Après plus de 2 heures de lutte contre les flammes, l'incendie est enfin maîtrisé. Mais il reste un problème. Il faut trouver le moyen de libérer le grutier. Un hélicoptère de l'armée est alors dépêché sur place pour essayer de l'élitreuiller. Une opération d'autant plus périlleuse qu'elle a lieu à près de 50 mètres du sol. Opération réussie. Évacué par les airs, le grutier est sain et sauf. Il était très choqué, mais quand même assez souriant et plutôt bavard. En fait, je crois qu'il était très heureux de quitter cet enfer. Après cet événement qui aurait pu lui coûter la vie, il n'est plus jamais remonté sur une grue. Il a pris sa retraite, bien méritée. Deux éléphants du zoo national de Santiago du Chili, Jumbo et Prosia, forment un joli couple lié par un amour tendre et profond. Mais ce jour-là, la femelle est victime de malchance. Tombée dans une fosse, elle risque de mourir électrocutée. Nous sommes en Turquie, où des vents de plus en plus violents vont provoquer un incident totalement hallucinant qui va semer la panique chez les automobilistes. Preuve qu'on ne sait jamais d'où le danger peut surgir. Nord-ouest de la Turquie, des vents se déchaînent et provoquent un accident sans précédent capté par les caméras de surveillance. Nous sommes à Bursa, en Anatolie. Cette ville est située à la jonction de plusieurs routes qui mènent notamment à Ankara, la capitale du pays. La région est montagneuse et fréquemment exposée à des vents violents. Le 14 avril 2011, une caméra de surveillance de la route sud de Bursa va filmer le plus incroyable des accidents. Un hangar s'est désolidarisé de son socle et, emporté par le vent, se dirige droit sur les voies rapides. On roulait paisiblement quand on a vu le hangar s'envoler. Le vent soufflait si fort qu'il balayait tout sur son passage. Au même moment, comme il le fait tous les matins, Seref Behram se rend à pied sur son lieu de travail et emprunte le trottoir. Le hangar de plus d'1 tonne vient de traverser la route. Au passage, il heurte aussi l'arrière d'une voiture. J'ai accéléré, c'est ce qui m'a sauvé. Ce hangar a failli me tuer, puis il est retombé sur cet homme. L'imposante masse métallique est retombée sur le piéton. Pour Seref Behram, la situation est préoccupante. Le hangar en tôle est retombé sur lui. Bien que sérieusement blessé, comme par miracle, ses jours ne sont pas en danger. En effet, il doit son salut à la force du vent, qui a soulevé le hangar au moment de l'impact. À peine remis de ses émotions et après quelques examens de routine, Seref Behram revient sur son incroyable histoire. Je suis garagiste et comme tous les jours, je me rendais à mon travail. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'une chose pareille puisse m'arriver. Je marchais quand le hangar m'est passé dessus et m'a assommé. Le souvenir de cette journée est encore douloureux, mais Seref Behram n'a pas changé ses habitudes pour aller à son travail.
Ces deux éléphants s'aiment d'un amour tendre, un amour intense qui, un jour, a bien failli tourner au drame. Nous sommes à Santiago du Chili, sur les hauteurs de la capitale, le Zoo National, un parc qui abrite les espèces animales du monde entier. Parmi elles, un couple d'éléphants d'Afrique. Il s'agit d'un mâle, Jumbo, et d'une femelle, Protia. Ce jour-là, leur idylle va être perturbée par un accident rarissime. Protia vient de tomber dans la fosse qui les sépare des visiteurs du zoo. Le problème, c'est que l'éléphant est un animal sauvage. Et dans le fossé, il n'est pas du tout dans son environnement normal. L'animal stresse, l'animal commence à paniquer. Et c'est quand l'animal sauvage panique que là, il faut intervenir. Il n'y a donc pas une seconde à perdre. Les soigneurs du zoo s'organisent pour sortir la jeune éléphante de la fosse sans la blesser. Ils isolent Jumbo qui veut rejoindre sa dulcinée. Une clôture électrique de 220 volts est installée pour l'en dissuader. C'est important, ça permet de de tenir à distance le mâle pour laisser le personnel du zoo travailler en sécurité et sortir la femelle. Mais dans la fosse, Protia est en danger. Tombée sur le dos, elle risque d'étouffer. Un animal sur le dos longtemps, non seulement il stresse, mais en plus, vous avez une compression importante des poumons. Et là, c'était extrêmement urgent et important de le remettre dans une position physiologique normale. Avec des cordes, les soigneurs retournent la femelle. Mais le plus délicat reste à venir et les sauveteurs sont mal équipés. Les bras humains ne peuvent pas sortir seuls un animal de 4 tonnes. C'est quasiment impossible. Les grands moyens sont alors déployés. Une grue est acheminée pour sortir l'animal de la fosse. Protia est sanglé, puis soulevé. Il faut maintenir l'éléphante à mi-hauteur. Et l'opération est un succès. La femelle retrouve son amoureux et lui témoigne de son affection avec sa trompe. C'est surtout un comportement social. Une fois que la situation de danger est passée, ils sont remis de nouveau ensemble pour se rassurer, pour dire ok, maintenant tout est fini et puis essayer de se déstresser. Mais alors que Protia semble tirer d'affaire, la ligne électrique qui la sépare de Jumbo n'était pas désactivée. L'éléphante s'est électrocutée. La haute tension va entraîner une tétanie des muscles. C'est pour ça que l'animal ne peut pas lâcher le fil. C'est comme si on avait la main qui était posée sur le fil électrique et qu'on ne pouvait plus relâcher. Là, c'est exactement la même chose. Un soigneur vient à son secours, mais Jumbo protège sa fiancée et charge. Le mâle voit une femelle qui est complètement en détresse. Il voit des soigneurs arriver. Il n'a pas du tout effectivement conscience de la volonté de sauver l'éléphant. Après de longues minutes d'agonie pour la pauvre bête, le courant est enfin coupé. Protia a résisté. Elle retrouve progressivement ses esprits. L'éléphante se relève et rejoint son bien-aimé. Cette fois, plus un nuage à l'horizon. Aujourd'hui, le couple de pachydermes coule toujours des jours heureux à Santiago. Un amour qui dure, une preuve que l'amour est parfois plus fort que tout le reste. Partons au Brésil, sur le plateau d'une célèbre émission de télévision pour enfants, où le plateau s'est transformé en quelques secondes en un véritable brasier. 300 enfants assistent à l'émission, panique générale. Avant cela, des images impressionnantes d'un cargo de 220 mètres de long et de plus de 70 000 tonnes, qui perd tout contrôle et se dirige droit sur le port bondé de la Nouvelle-Orléans, dévastant tout sur son passage. Au moins une soixantaine de blessés dans le centre de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. L'histoire est à peine croyable. Le 14 décembre 1996, une catastrophe fait la une des journaux télévisés. Un cargo de 70 000 tonnes, dont les freins ne répondent plus, vient de percuter le quai d'un port de marchandises et dévaste tout sur son passage. États-Unis, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année sur les bords du Mississippi. Le centre commercial du port de la Nouvelle-Orléans est bondé. 13h20. Alors que les promeneurs et les clients se pressent dans les galeries marchandes du Riverwalk, d'autres tentent leur chance au casino flottant amarré sur le quai. Parmi eux, Allison et son mari qui achèvent ici leur voyage de noces. Ils vont filmer avec leur caméscope des images qui feront le tour du monde. Pendant ce temps, sur le Mississippi, le Brightfield, un cargo de 220 mètres de long, fait route vers le golfe du Mexique.
Il est 14h quand le capitaine du bateau alerte les autorités portuaires. Ici le commandant Davison, nous n'avons plus de moteur, évacuez les quais. Le cargo n'a plus de frein. Les commandes ne répondent plus. Le port de la Nouvelle-Orléans n'est qu'à quelques mètres de là. Le commandant a essayé de changer de cap afin d'éviter le port. Il a actionné la sirène pour prévenir les autres bateaux et les personnes qui se trouvaient aux alentours. 70 000 tonnes incontrôlables se dirigent vers les quais. Il faut que les gens évacuent le quai, vite, dites aux gens de s'en aller. 14h12, dans le centre commercial, personne ne se doute alors du danger qui guette. Dehors, le cargo fonce droit sur le quai. Le commandant joue alors sa dernière carte. Il jette l'ancre pour dévier la trajectoire du cargo et éviter le pire. Le bateau pivote légèrement, mais ce n'est pas suffisant. Et il percute le quai. 14h20, le bateau dévaste tout sur son passage. J'étais sur le pont du casino. C'était l'horreur sur le quai. Il y avait une femme et sa fille qui marchaient. Elles ne voyaient pas que le cargo leur fonçait dessus. C'est seulement 10 secondes avant la collision qu'elles se sont mises à courir. Rien ne semble pouvoir arrêter la machine infernale. Le cargo a déjà franchi 18 mètres sur le quai en béton. Et il ne s'arrête pas là. Il poursuit son chemin et défonce littéralement les murs du grand magasin. La panique s'empare de la foule. On entendait des gens hurler « Sortez, sortez !» Et là, je me suis dit « Oh mon Dieu, une bombe !» À l'intérieur du Riverwalk, la confusion est à la hauteur de la catastrophe totale. On a entendu un bruit. On n'était pas vraiment sûr de ce que ça pouvait être. Les murs ont tremblé et juste après ça, il y a eu un vacarme énorme. Les gens ont commencé à courir. Les murs ont commencé à s'effondrer. Il y avait des débris partout, de la poussière, de l'eau. C'était horrible. Sous le poids des étages effondrés, les canalisations explosent. À l'intérieur comme à l'extérieur, le cargo emporte tout sur son passage. Mais alors que le bateau n'est plus qu'à 20 mètres du casino flottant, il s'arrête brusquement et épargne ainsi les 800 personnes qui sont à bord. « 14h32, après la catastrophe, on découvre un bien triste spectacle. Le quai est détruit, les dégâts sont considérables. Les blessés sont transportés à l'hôpital. Le plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'il n'y a aucune victime. Mais le traumatisme est énorme. Quand j'y repense, j'en tremble encore. On a vraiment frôlé la catastrophe. Il aura suffi de 12 petites minutes au Brightfield pour ravager le port de la Nouvelle-Orléans. Plusieurs mois auront été nécessaires pour que le quartier retrouve son visage d'antan. Ces images, prises par Allison et son mari, sont restées gravées dans les esprits. Au Brésil, le plateau d'une émission de télévision pour enfants va se transformer en direct et en quelques secondes en un gigantesque brasier. Nous sommes au Brésil. Là-bas, Xuxa est une superstar. Chanteuse, mannequin, cette femme est surtout connue pour avoir animé pendant des années l'une des émissions les plus populaires de la télévision brésilienne. Ce 11 janvier 2001, l'émission Xuxa Park vient de commencer. Comme toujours, le show est grandiose. Un décor futuriste fait office de scène. Des centaines de personnes assistent à l'émission et autant s'affairent en coulisses. Sur ce genre d'émission, on peut trouver minimum une centaine de personnes et puis on peut monter jusqu'à 200, 300, 400 personnes en coulisses. Les chorégraphies et les numéros de chant s'enchaînent. Le public est aux anges. Plus de 300 enfants assistent au spectacle. En coulisses, la sécurité veille au grain. L'émission, quand elle est tournée avec du public, ça change tout, étant donné que là, toutes les normes de sécurité qu'on nous impose sont multipliées par 10. Donc quand on tourne avec du public, on est encore plus à cheval sur la sécurité. L'émission arrive à son terme. C'est le dernier numéro pour Xuxa et ses danseuses, quand une épaisse fumée s'échappe du décor. En à peine quelques secondes, tout le décor s'embrase.
La propagation du feu est vraiment immédiate et très 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 rapide. Les gens ne se rendent pas compte, mais en fait le feu c'est comme l'eau. C'est-à-dire quand ça arrive, c'est immédiat et énorme. Un incendie inexplicable. Ce décor de télévision est pourtant censé être ignifugé, c'est-à-dire protégé contre tout risque d'incendie. Ce décor, il est fait uniquement à base de toile. Quand on appelle de la toile, c'est du tissu, voire du tissu imprimé, et ce qu'on appelle aussi du carton-pâte. Donc ça prend feu très très vite. Sur un plateau télé, tout est à risque d'incendie. Des matériaux s'embrasent et transforment la scène en fournaise. Sur le plateau, c'est la panique. Les 300 enfants hurlent et tentent de sortir de la salle. Déjà, il y a un risque d'étouffement, parce que la fumée, le feu se propageant très très vite. Très très vite, on a beaucoup de fumée, donc on inhale beaucoup de fumée. Après plusieurs minutes, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Un technicien tente de l'éteindre avec un extincteur, mais rien n'y fait. C'est pas un tout petit extincteur qui va éteindre la propagation de ce feu-là. Donc là, il faut, je pense, des lances à eau, il faut y aller, faut aller vite, il faut intervenir très vite et pas tout seul. Les pompiers interviennent enfin. Il n'y a aucune victime, mais Choucha, profondément marqué par cet événement, décidera d'arrêter l'émission, car ce jour-là, sa carrière a bien failli partir en fumée. Au départ de toute compétition sportive, l'athlète de haut niveau se doit d'être concentré. Il a anticipé le tracé de sa course, visualisé tous les obstacles avec une seule obsession, gagner. C'est valable pour le jockey et sa monture. Mais ce jour-là, à Melbourne, en Australie, les 11 cavaliers et leurs chevaux vont vivre une course sans précédent. Mais dans un premier temps, partons pour les États-Unis à la rencontre d'un couple de retraités, Bernice et Leroy, qui ont la mauvaise idée de vouloir fuir la montée des eaux provoquée par des pluies diluviennes à bord de leur véhicule. Ils sont loin d'imaginer le calvaire qui les attend. État de l'Oklahoma, au centre des États-Unis. Pays des Indiens, des bisons et des chevaux, l'Oklahoma, c'est l'Amérique authentique, avec ses vastes plaines et des forêts à perte de vue. Le lieu fait rêver les amateurs de grands espaces. Mais en août 2007, pendant 10 jours, des vents violents et des pluies diluviennes s'abattent sur la région. Les autorités déclarent l'état d'urgence. Les fleuves sont en crue, les routes sont coupées, les villes presque englouties. Jour et nuit, les secours évacuent les habitants, menacés par la montée des eaux. Pourtant, le 19 août au matin, malgré le danger, Bernice et Leroy Kittenbrick, un couple de sexagénaires, décident de quitter les lieux en voiture. Mais après quelques kilomètres sur l'autoroute, le cauchemar commence. Leur véhicule est pris au piège dans la boue, l'eau ne cesse de monter. Pour les deux passagers, l'heure est grave. Pour ne pas être emportés, Bernice et Leroy se cramponnent à la carrosserie, mais en quelques secondes, leur voiture disparaît sous les eaux. Nous sommes restés comme ça pendant 2 heures, dans l'angoisse, sans rien pouvoir faire. Finalement, un hélicoptère apparaît. Il fallait faire vite. Je n'arrêtais pas de penser qu'ils allaient mourir là, sous mes yeux. Chaque minute est désormais comptée. Les sauveteurs tentent le tout pour le tout. Ils descendent sans sécurité sur un patin de l'hélicoptère pour attraper à main nue les rescapés. La manœuvre est périlleuse, l'hélicoptère est à fleur d'eau. À tout moment, il peut la toucher et s'écraser. Ce genre d'hélicoptère n'est pas du tout équipé pour ce type d'intervention. Il n'est pas assez puissant. Lorsque Randy est descendu, la machine s'est complètement déstabilisée. À présent, tous risquent leur vie. Mais Randy est un sauveteur expérimenté. Il se doit de sauver Bernice et Leroy. On percevait dans leur regard la peur de mourir. Il fallait vraiment les sortir de là. Accroché à l'hélicoptère par une seule main, le chef des pompiers réussit à attraper Bernice et la hisse à ses côtés. Malgré ses 67 ans, elle rassemble ses forces et se cramponne. L'hélicoptère reprend de l'altitude. À ce moment-là, tous imaginent que le calvaire est terminé. Mais au bout de quelques dizaines de mètres,
Dès qu'elle a lâché, nous avons fait demi-tour pour la récupérer. Mais cette fois, nous avons changé de méthode. Nous avons mis l'hélicoptère en stationnaire. J'étais désespérée et je paniquais. Même avec le pompier, je ne me sentais pas en sécurité. Pourtant, grâce au courage et au talent du pilote, Bernice regagne la terre ferme. Mais l'aventure est loin d'être terminée. Toujours accroché à sa voiture, Leroy est exténué et attend les secours. Il se laissait complètement aller. Il était vraiment à bout de force et je n'arrivais pas à l'attraper. Il faudra plusieurs tentatives pour que Leroy saisisse la main du pompier. De son côté, le pilote de l'hélicoptère a de plus en plus de mal à stabiliser son appareil. Les sauveteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Impossible pour le pilote de reprendre de l'altitude. Et pour évacuer Leroy, il n'y a plus qu'une solution, le traîner dans l'eau. Mais à bout de force, il lâche prise. Il ne bougeait plus. Là, j'ai vraiment craint pour sa vie. Malgré la fatigue et les risques encourus, le pompier parvient à hisser Leroy à bord de l'hélicoptère. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous étions tous vivants et que nous pourrions rentrer chez nous le soir même. Nous ne nous sommes rien dit. Nous nous sommes simplement enlacés et nous avons pleuré. Des larmes d'angoisse, des larmes de douleur, mais surtout des larmes de joie pour couronner ce sauvetage qui restera gravé dans les mémoires. Les courses hippiques, un sport spectaculaire qui passionne les foules et enflamme les turfistes. Une tradition forte en France, mais aussi dans le reste du monde. Melbourne, en Australie, nous sommes sur l'hippodrome de Sandow. 11 chevaux sont au départ, prêts à bondir pour une course effrénée de 1600 mètres, retransmise en direct à la télévision. Ces 11 jockeys et leurs chevaux vont vivre une course sans précédent, une course au résultat improbable. Non, les oiseaux s'envolent toujours à temps, donc même nous, même là, on voit que les jockeys sont plus ou moins surpris parce qu'on les voit par terre longtemps à l'avance, on les voit 200 mètres, même voire plus qu'il y ait des mouettes par terre, mais on sait très bien que normalement elles s'envolent, donc on s'inquiète pas et on fonce et ils vont s'envoler, mais là malheureusement, non, elles ne se sont pas envolées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si les chevaux foncent tête baissée dans ce mur de mouettes, les jockeys, eux, pris de panique, sont brusquement désarçonnés. L'un d'eux se retrouve même sous les sabots de son cheval. Il y a un cheval qui fait 400 à 600 kilos à la pleine vitesse et qui vous marche dessus, ça fait des gros dégâts. Une situation bien sûr exceptionnelle et fort heureusement, tous les jockeys s'en sortiront indemnes. La course est arrêtée, personne n'aurait alors pu parier sur une telle arrivée. Les mouettes, quant à elles, ont dû dénicher une nouvelle terre d'exil.